Kuro est un type plutôt moche, un vrai raté qui a toujours été seul et n'a jamais cru en l'amour. Pourtant, quand il séduit par pur hasard la fille la plus convoitée de l'école, elle met tout en œuvre pour qu'il la fasse succomber à ses charmes. Tout débute avec une jeune femme, Mona, qui depuis sa naissance capte l'attention de tous, garçons comme filles. Chaque fois qu'elle marche, la plupart des garçons se bousculent, rêvant d'être le seul même qu'elle foule, et ils la couvrent sans cesse de compliments. Un matin, elle arrive à l'école et tous ses camarades la saluent avec de chaleureux sourires, sauf Kuro dont la saucisse est clairement en mode ne pas déranger. Voulant se rapprocher de lui, elle lui propose de lui faire visiter les lieux, car il est un nouvel élève transféré, mais il lui dit de le laisser tranquille. Mona est stupéfaite et essaie de comprendre pourquoi Kuro agit si froidement, puisqu'il est évident qu'elle est une bombe atomique, une vraie beauté. Plus tard, elle remarque une photo de chat sur le téléphone de Kuro et commence à miauler pour l'attirer. Mais le gars s'en fiche complètement, il ne lui accorde aucune attention. Au lieu de cela, il lui demande de ne pas lui parler, à moins que ce ne soit vraiment important. Mona n'a jamais été rejetée de toute sa vie, et cela la choque tellement qu'elle s'enfuit et décide qu'elle va passer à la vitesse supérieure pour faire tomber Kuro sous son charme. Un peu plus tard, elle monte sur une échelle pour donner à Kuro une vue imprenable sur ses jambes, mais le jeune homme l'ignore toujours. Mona est frustrée et tombe par terre pour qu'il remarque son atout charme, sa mise en scène. Mais tandis que les autres garçons autour d'elle apprécient le spectacle, Kuro se détourne et s'en va, indifférent. Dans le cours suivant, elle fait semblant d'être malade et tombe sur Kuro pour qu'il soit forcé de l'emmener à l'infirmerie. Dès leur arrivée, Mona plaque Kuro contre un mur et lui dit qu'ils sont seuls, sous-entendant qu'ils peuvent s'amuser sans que personne ne les voie. Elle lui reproche ensuite sa froideur constante envers elle et tente de le manipuler pour qu'il se sente mal. Quand elle remarque les joues de Kuro rougir, elle commence à penser qu'elle a le dessus, mais Kuro se ressaisit car il sait pertinemment qu'elle est en train de jouer avec lui. En essayant de sauver la situation, Mona glisse et tombe sur le lit avec Kuro. Mais une fois qu'elle remarque qu'il agit toujours froidement envers elle, elle décide d'exposer ses atouts. Les voir de si près fait presque perdre la tête à Kuro sur le champ, mais il parvient d'une manière ou d'une autre à garder son calme et son sang-froid. À ce moment-là, Mona commence à faire des caprices et manque de tomber du lit. À sa grande surprise, Kuro la sauve, mais quand il croise accidentellement le regard de ses charmes, il panique et crie qu'il n'avait pas l'intention de regarder, pas du tout. Il quitte ensuite la pièce, mais s'arrête pour conseiller à Mona de garder sa première fois pour quelqu'un qu'elle aime vraiment. Alors qu'il part, les joues de Mona rougissent et elle s'effondre, car elle commence à développer des sentiments profonds pour Kuro. Finalement, elle retourne en classe et remercie Kuro de l'avoir emmenée à l'infirmerie. Kuro la fixe du regard et elle commence à se sentir troublée, se demandant comment elle est passée de l'exhibition de ses atouts à une timidité soudaine sous son regard intense. Son cœur commence à s'emballer comme si elle était amoureuse, alors elle frappe sa tête sur le bureau pour cacher son embarras. À ce moment-là, elle jure de faire tout ce qu'il faut pour que Kuro tombe sous son charme. Le lendemain, pendant le cours de sport, Mona rejoint les filles pour s'étirer et appelle Kuro pour qu'il voit à quel point elle est souple. Mais Kuro détourne le regard, indifférent. Comme Mona se rend compte que ses atouts et ses charmes ne suffisent pas, elle décide de montrer un peu plus de peau pour que Kuro tombe sous son charme. Une fois que Kuro la voit exhiber son nombril, il est tenté et décide de s'éloigner en récitant une phrase pour se vider l'esprit. Cela fait verser des larmes à Mona, car elle est au-delà de la frustration. Dehors, Kuro se rafraîchit la tête pour se calmer, et c'est à ce moment-là que Mona apparaît pour boire à un robinet. Alors qu'elle se penche, elle remarque les joues de Kuro rougir et s'excite quand elle le surprend à la fixer du regard. En conséquence, elle renverse accidentellement de l'eau sur son corps, et cela fait paniquer Kuro car il peut maintenant voir à travers ses vêtements. Cela met Mona mal à l'aise, mais alors qu'elle s'accroupit pour cacher ses formes, Kuro enlève sa chemise et la lui donne, ce qui la rend très troublée. Sur le chemin du retour, deux des grands fans de Mona confrontent Kuro et lui disent qu'il est trop dur avec elle. Ils demandent la version de Kuro, alors il les emmène dans un parc où il explique qu'il est l'héritier d'un temple de chats et qu'en raison de son devoir sacré, il ne lui est pas permis de s'approcher des filles. Il admet également qu'il trouve Mona mignonne et qu'il était à deux doigts de céder à la tentation quand elle a essayé de le séduire. Penser à quel point Mona est attirante déclenche ses désirs terrestres, alors il détourne le regard pour se calmer et se maîtriser. Le lendemain, Mona se présente en classe et rend la chemise que Kuro lui avait donnée. Alors que Kuro la remercie de l'avoir lavée, elle remarque ses joues rouges et lui chuchote à l'oreille, lui demandant s'il veut récupérer la chemise avec son parfum dessus, un souvenir. Entendre cela envoie tout le sang du cerveau de Kuro ailleurs, mais il se concentre intensément pour garder ses désirs terrestres sous contrôle. Mona cependant en a marre de lui et jure de le faire tomber sous son charme quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Mona se réveille et s'admire avec enthousiasme en se rendant à l'école. Sur son chemin, tout le monde la fixe comme si elle était Sydney Sweeney, et elle se proclame la reine de la ruche. Plus tard ce jour-là, pendant les cours d'art, Mona regarde Kuro et lui propose de poser pour lui. Après tout, mais ils doivent dessiner leurs voisins. Elle essaie de le taquiner en prenant de jolies poses Joto, ce qui rend la classe folle. Mais pour elle, Kuro lui lance un regard dédaigneux et l'ignore, alors qu'en réalité son cœur bat si fort qu'il récite un mantra pour calmer son ardeur montante. Mona se souvient alors l'avoir surpris à la fixer du regard alors qu'elle buvait un peu plus tôt après être allée aux toilettes, alors elle prend une pose similaire, et Kuro devient immédiatement rouge écarlate.
Il rassemble rapidement toutes les forces qu'il peut pour se retenir de se jeter sur elle. Kuro se ressaisit et la dessine dans cette pose. Pendant ce temps, Mona voit une fille nommée Haruno la regarder et est troublée après avoir été surprise à fixer. Pendant ce temps, Kuro dessine Mona en la fixant fermement et elle lui demande sur quoi il travaille actuellement, avec intérêt. Il lui dit que c'est son coup, notant qu'il est si élancé, mais elle rougit et a chaud sous son regard perçant. À un moment donné, elle abandonne, disant qu'elle a besoin de lait. Mona se dirige directement vers la salle de bain et raconte comment Kuro détournait le regard chaque fois qu'elle lui parlait gentiment. Mais maintenant, il la fixe intensément. Mona désire ardemment le regard perçant de Kuro, voulant qu'il la transperce du regard comme s'il était Superman. De retour dans la salle d'art, des garçons voient Kuro fixer son croquis de Mona. Alors ils le taquinent et ils le ferment rapidement, tout rouge comme une pomme. Plus tard à la bibliothèque, Kuro essaie de choisir un livre, mais il choisit par coïncidence le même livre que Mona voulait. Leurs mains se touchent et il prend le livre. Mona qualifie l'événement de destin, alors elle lui demande de le lire avec elle, à deux. À sa surprise, il lui tend le livre et s'en va avec un air agacé, alors qu'en réalité il contrôle son envie d'interagir avec elle. Les autres qui ont été témoins de l'événement jurent de faire payer Kuro pour avoir gâché une telle opportunité de conquérir la beauté. Pourtant, elle lui donne une autre chance en s'asseyant avec lui et en lui proposant de partager le livre. Ce faisant, Mona remarque Haruno les fixer et les suivre à la bibliothèque et note qu'elle a fait de même dans la salle d'art. Soudain, deux pensées lui traversent l'esprit, l'une étant que Haruno est attirée par les filles et l'autre est la possibilité qu'elle aime Kuro. Mona penche vers cette dernière option, alors elle jure d'agir comme une barricade à tous les plans de Haruno. Elle commence d'abord par se déguiser en intello et siroter du café à la bibliothèque. Ce nouveau look éveille beaucoup de regards endormis et toute la population de la bibliothèque la fixe comme si elle était une déesse, une apparition. Mona taquine ensuite Kuro, utilisant son pied pour le frôler, puis lui demande s'il est partant pour un petit service gratuit. Mona a du mal à rester concentrée, mais il finit par se libérer de son emprise en se levant brusquement et en lui disant que sa jambe le gênait, tout simplement. Choquée, Mona voit Haruno la regarder et cette fois-ci, elle semble très heureuse. Cela énerve Mona et elle se sent frustrée. Mona change alors son plan pour surveiller Haruno, alors elle la traque et conclut qu'elle est une mademoiselle parfaite, une vraie sainte nitouche. À un moment donné, dans le vestiaire, elle voit les atouts de Haruno et réalise qu'elle a été surpassée. Le pire, c'est que Haruno est une personne très humble et réservée, contrairement à elle, qui était son total opposé en tout point. En réfléchissant à la question, Mona espère que Kuro ne choisira pas Haruno plutôt qu'elle. Soudain, l'un de ses admirateurs, un de ses errand boys, apparaît avec un livre qu'elle lui avait demandé de lui procurer plus tôt. Il le lui tend et elle le remercie nonchalamment en utilisant le mot amour. Elle se souvient alors de ne pas l'avoir utilisé du tout avec Kuro, alors elle prévoit de l'essayer, espérant que cela fonctionnera. Quelques instants plus tard, elle se précipite sur le toit de l'école et perturbe le temps libre de Kuro. Avant cela, elle jette son mouchoir et il le ramasse pour elle avec galanterie. Mona le remercie ensuite de l'avoir aidé. Elle lui dit qu'ils devraient se retrouver souvent sur le toit. Elle essaie ensuite d'utiliser le mot amour avec lui, mais elle bug comme si un chat lui avait coupé la langue. Après avoir essayé encore et vu à quel point c'est impossible, elle se précipite directement dans le bâtiment après avoir traité Kuro de pervers pour avoir regardé ses fox. Quand elle descend, elle se pousse à conquérir Kuro avant que Haruno ne le lui arrache. Un jour, la classe utilise un système de vote pour déterminer qui sera leur président et assistant de classe par scrutin. Haruno et Mona obtiennent les postes respectivement. Elles se mettent directement au travail pour planifier le festival de l'école. Et ce faisant, Haruno apprend que Mona avait un café costumé au collège. Alors qu'elle pense que Mona serait mignonne, Mona note que le costume couvrait tout son visage, ce qui l'empêchait d'être adorable, de paraître charmante. Mona regarde Haruno sourire mais elle a du mal à la cerner car elle la considère comme une rivale. Quelques instants plus tard, alors qu'elle note la liste des activités à choisir, le capuchon du crayon de Mona se casse et Haruno lui tend rapidement un autre crayon avec empressement. Dans le processus, l'écran de son téléphone est exposé, alors elle le ramasse immédiatement et le tient éloigné de Mona. Mona trouve son comportement louche, et après avoir insisté pour savoir ce qui se passe, Haruno lui crie dessus, disant qu'elle est la dernière personne qu'elle laisserait voir son téléphone, absolument. Cela pique l'intérêt de Mona, alors elle poursuit Haruno et lui dit qu'elle la détestera à moins qu'elle ne lâche son Kuro. Ce faisant, elle tombe sur Haruno et finit par mettre la main sur la photo avec détermination. À son plus grand choc, elle voit beaucoup de ses photos sur le téléphone de Haruno. Haruno s'excuse rapidement et confesse qu'elle est la plus grande fan de Mona depuis leur cérémonie d'entrée. Elle explique son étrange habitude et Mona réalise que Kuro n'est pas le coup de cœur de Haruno, pas du tout. Mona la serre ensuite dans ses bras et essaie de s'expliquer sur ce qu'elle a dit quand elle lui avait sauté dessus. Mais Haruno dit à Mona qu'elle est consciente de ses sentiments pour Kuro et qu'elle la soutient pleinement. Après avoir été nommée vice-présidente du festival, Mona est perdue dans ses pensées concernant ses nouvelles fonctions, ses responsabilités. Haruno, la présidente du festival, surgit de nulle part, comme d'habitude, pour informer sa partenaire que l'école leur a donné le feu vert pour emprunter des tenues pour le festival à venir. Toujours un peu méfiante envers la fille trop amicale, Mona l'encourage mais est soudainement distraite par le gars qui serre un ruban comme s'il massait des pieds de vache. Étrange. Et quand Haruno taquine Mona sur l'opportunité de se montrer à Kuro au festival, Mona devient rouge écarlate en niant. Regardant la stupide présidente s'éloigner en agitant la main, Mona se maudit à voix basse d'avoir laissé Haruno entretenir cette fausse histoire de coup de cœur pendant si longtemps.
Au club de théâtre, après que Haruno ait échoué à convaincre Mona d'essayer une tenue de soubrette au hasard, Haruno mentionne que l'école a une légende attachée au festival scolaire. Remarquant qu'elle a captivé l'intérêt de Mona, Haruno divague sur un endroit populaire appelé le Pont de l'Amour, un lieu magique. Pour éclaircir ses divagations, Haruno montre à sa nouvelle amie le passage réputé accorder des relations durables à ceux qui se tiennent la main pendant le festival. Haruno prie pour que Mona et Kuro se tiennent la main dans le passage et démarrent leur relation, juste au moment où Mona essaie de nier avoir un coup de cœur, un amour secret. Une aînée appelle Haruno. Se sentant exaspérée par l'accusation sans fondement de Haruno, Mona décide que la seule façon de prouver que Haruno a tort est de faire plier Kuro rapidement pour elle. Elle attrape un tas d'autres costumes de la table et les essaie chacun pour trouver la tenue parfaite qui fera perdre la tête à Kuro, c'est certain. Après de nombreuses approbations, Mona tombe finalement sur une tenue qui épouse ses formes et ses courbes comme du caoutchouc. Et juste au moment où elle examine la tenue, Kuro fait irruption dans la pièce. Mona devient rouge vif de honte, tout en expliquant nerveusement que c'est son devoir de tester les costumes en tant que vice-présidente, une tâche importante. Malgré l'excuse à moitié convaincante, Kuro détourne le regard et mentionne qu'il partira dès qu'il aura déposé les papiers qu'un professeur lui avait demandé de livrer. Pendant que Kuro ramasse les papiers éparpillés, Mona entend soudain la voix de Haruno de l'autre côté de la porte distinctement. Craignant d'alimenter les illusions de Haruno à son sujet et celui de Kuro, Mona attrape Kuro et disparaît dans le portant à vêtements. Voyant à quel point la pièce est en désordre, Haruno se demande où Mona est passée. Pendant ce temps, dans le placard, Mona plaque ses atouts contre Kuro et le serre fort de peur d'être découverte. D'autre part, Kuro, qui a pris quelques centimètres supplémentaires, essaie de purifier son esprit de la fille qui presse ses formes contre lui. Heureusement pour les deux jeunes gens, une aînée passe pour faire sortir Haruno de la pièce, créant l'opportunité pour eux de se libérer de leur cachette, enfin. Tout à coup, Mona suppose que son corps a dû émouvoir Kuro, mais après avoir jeté un coup d'œil à Kuro, elle réalise qu'il semble impassible et blâme la tenue vulgaire. Mona essaie de jouer la mignonne et Kuro finit par laisser échapper une réaction, un soupir. Il la trouve timidement mignonne et lui demande de couvrir ses atouts. Après que Mona se soit maudite d'être troublée par le compliment de Kuro, Kuro se reproche sa gaffe. Son cerveau lui rappelle qu'il n'est pas censé aimer les filles, mais ses désirs terrestres contre sa logique, puissamment. Le lendemain matin, se sentant à nouveau toute puissante, Mona suppose que Kuro a dû rejoindre sa bande de Nigo conquis. Elle lève la main pour saluer Kuro, mais Kuro répond d'un air sombre et fait redescendre Mona de son piédestal sans ménagement. Le jour du festival, tandis que Haruno prend une quantité anormale de photos de Mona à son insu, deux élèves d'une classe inférieure, Manami et Asahi, savourent leur repas. Quand Asahi propose de rester plus longtemps, Manami, qui comprend son ami mieux que quiconque, rappelle à Asahi que son coup de cœur est coincé dans la cuisine, malheureusement. Là, un groupe de filles annonce qu'il est temps de changer de car. Mona profite de la situation pour emmener Kuro loin de la cuisine. Mais quand Kuro refuse de bouger, Mona s'enflamme de détermination, une volonté de fer. Des oreilles de lapin se retrouvent soudainement sur la tête de Kuro et quand le duo se retourne, confus, ils sont accueillis par une Haruno à l'air fou qui ordonne à Kuro de rejoindre Mona pour conseiller leur café de classe. Souriant à la belle assistance de son acolyte, Mona presse Kuro qui est en pleine hyperventilation de la rejoindre sans tarder. Quand ils atteignent la section de la maison hantée, Mona panique et essaie d'éloigner Kuro. Mais quand elle remarque la fascination de Kuro, elle ravale ses peurs et propose d'entrer. La première tentative suffit à faire perdre son sang-froid à Mona complètement. Mais quand elle retrouve Kuro, elle fait semblant d'être calme et blâme un autre élève pour ses cris. Une autre figure effrayante fait sortir l'esprit de Mona de son corps. Mais elle suit Kuro malgré tout et écoute ses divagations sur la façon dont la maison hantée est bien agencée, très bien pensée. Un objet s'accroche à la jupe de Mona et Mona essaie de le libérer discrètement. Elle essaie de faire attendre Kuro, mais Kuro, qui est déjà emporté par l'agencement intelligent de la maison hantée, se détourne sans se soucier de rien du tout. Mona parvient à attirer l'attention de Kuro, mais non sans exposer sa jupe. Réalisant que ses dessous sont à découvert, Mona perd la tête et sort en trombe de la maison hantée avec la figurine toujours coincée sous sa jupe, en panique. Inconsciente du désastre, Haruno rêve éveillé de la façon dont le temps de Mona et Kuro ensemble se passe bien. Dans le couloir, Kuro s'excuse auprès du comité de la maison hantée pour avoir détruit leur création avec regret. Cependant, le gars du comité maudit Kuro d'être le seul chanceux à avoir vu les dessous de Mona. Au stand de café d'une autre classe, Mona se tache volontairement le visage avec de la crème et essaie de faire en sorte que Kuro la lui nettoie avec insistance. Mais malheureusement pour elle, un aigle féroce descend en piqué sur sa crème et la lui vole. Déçue mais toujours déterminée, Mona essaie d'emmener Kuro à un concert, mais ses plans échouent encore une fois, lamentablement. Refusant de reculer, Mona force Kuro à aller à un stand d'art de ballon. Mais juste au moment où elle essaie de dessiner un visage sur sa création, elle lui éclate au visage. Se sentant épuisée, Mona se demande pourquoi ses plans pour faire plier Kuro ont échoué horriblement et réfléchit à ce qu'elle peut faire pour humilier Kuro avant la fin du festival, coûte que coûte. Mona tombe soudainement sur le pont de l'amour et a un flashback des divagations de Haruno. Pendant ce temps, Asahi, qui a réalisé que Kuro ne reviendrait pas, décide qu'il est préférable de partir. Malgré son dégoût pour le couple se tenant la main dans le passage, Mona essaie de piéger Kuro pour qu'il marche sous le passage avec ruse.
Elle fait semblant d'être intéressée par la publicité du café, et quand Kuro se promène pour montrer le panneau de sa classe, Mona lui demande sournoisement s'il sait que le passage est réputé accorder une relation durable à ceux qui s'y tiennent la main pendant le festival scolaire, une légende. Comme la petite taquine qu'elle est, Mona fait semblant de prendre la main de Kuro et lui demande si son cœur a battu pour elle, au lieu de se prêter à sa folie. Kuro couvre son visage nerveux et se retire de la situation gêné. Réalisant que sa proie s'enfuit, Mona simule une chute, s'excuse pour ses ennuis et tend sournoisement sa main pour que Kuro la relève. Mais à sa surprise, Kuro la saisit par les aisselles et la fait rebondir hors du passage, laissant Mona sous le choc d'être vaincue à son propre jeu complètement défaite. Déterminée à utiliser la dernière heure du festival pour humilier Kuro et son entêtement, Mona court après lui. Quand elle le rattrape, elle active son côté doux et essaie de le flatter. Mais juste au moment où Kuro essaie de s'échapper, deux filles du café les appellent pour qu'ils retournent au service de cuisine sans tarder. À la fin du festival, Mona bouillonne intérieurement de rage à cause de son échec à faire plier Kuro comme les autres idiots autour d'elle. Observant l'humeur de son ami, Haruno ordonne à Kuro de rejoindre Mona pour ses tâches de nettoyage sans discuter. Faisant de son mieux pour rester positive, Mona porte une table à travers le pont de l'amour. Kuro reconnaît instantanément l'endroit où il se trouve. Et tandis qu'il s'assure que le pont ne signifie rien, Mona lui demande s'il a apprécié son festival, vraiment. Remarquant le refus de Kuro de répondre, Mona se blâme d'avoir tout gâché. Elle a un flashback du moment où Kuro l'a porté par les aisselles et souhaite que sa dernière approche se soit déroulée comme prévu, avec succès. Le destin voulant, une boîte tombe d'une pile derrière elle. Kuro lui prend les mains pour la soutenir, et quand Mona réalise qu'elle tient les mains de Kuro sous le pont de l'amour, elle panique, à en juger par l'expression de Mona complètement bouleversée. Kuro annonce immédiatement que cela ne compte pour rien, et après quelques pauses gênantes, il admet qu'il a apprécié le festival. Le lendemain, Haruno se pavane sur le nombre de nouveaux couples à l'école, et demande à Mona de la tenir au courant du pont de l'amour avec insistance. Quand Mona donne la réponse la plus aléatoire, Haruno aperçoit Kuro et l'appelle. Dès que Kuro se retourne, Mona s'éclipse bêtement hors de vue une seconde trop tard et se maudit d'avoir dû se cacher inutilement, sans raison. Elle sort de sa cachette, salue les garçons et décide de jouer la carte de la décontraction en proposant qu'ils marchent ensemble jusqu'à la classe. Quand Sho, l'un des amis de Kuro, demande aux filles si elles veulent faire du bowling après l'école, Haruno, sans surprise, annonce qu'elle ira avec Mana qui est d'accord. Avance rapide à la piste de bowling, Mona réalise un score parfait et saisit l'opportunité de toucher Kuro en lui offrant une poignée de main. Mais juste au moment de lui taper dans la main, Mona rougit intensément, se remémorant l'incident du pont. Elle tombe immédiatement à genoux, faisant semblant de lasser ses chaussures, et s'enfuit comme une perdante. Après ce rituel d'humiliation de Mona, Kuro se noie dans du coca, se demandant pourquoi Mona refuse de lui taper dans la main. Il sort de ses pensées et se rappelle qu'il est un moine en devenir, transféré dans une école de code pour entraîner son esprit. D'un autre côté, Mona s'en veut d'avoir choisi de s'asseoir loin de Kuro après son effondrement. Refusant de reculer, Mona s'approche de Kuro, passe en mode séduction et s'approprie la place à côté de lui, ignorant Haruno et Sho devant. Mona prend la boisson de Kuro et demande si elle peut en prendre une gorgée. Faisant de son mieux pour ravaler sa nervosité, Mona pose ses lèvres sur le bouchon, faisant rougir Kuro comme une betterave. Après une grande gorgée, Mona taquine Kuro à propos de leur baiser indirect et le regarde lutter contre ses démons intérieurs. Tout à coup, Kuro se détend et annonce qu'il est cool. Il demande à Mona de finir le contenu de la bouteille avant de s'excuser pour continuer le jeu. Après avoir jubilé d'avoir esquivé une autre ruse de Mona, Kuro lance la boule et réussit à rater complètement le coup. Le lendemain, Mona arrive dans son uniforme d'hiver et le montre fièrement à sa camarade de classe. Elle se tourne vers Kuro et essaie de le séduire pour qu'il cède, mais Kuro la repousse froidement. Après avoir vu Mona retourner à sa place, Yuzuru et Sho envoient un message à Kuro pour se retrouver après les cours. Sur le toit, Yuzuru demande à son meilleur ami sans cœur pourquoi il est impoli avec Mona, et quand Kuro essaie de balbutier une réponse, Yuzuru lui demande combien de temps il compte traiter Mona comme de la merde. Trébuchant sur ces mots, Kuro essaie d'utiliser sa religion comme excuse, mais Yuzuru souligne que tout ce que Kuro a à faire est de bien la traiter et d'éviter de tomber amoureux d'elle. Yuzuru maudit son ami ignorant et appelle Sho en renfort. Réticent à se joindre à la conversation, Sho demande à Kuro si sa religion approuve d'être impoli avec les filles. Et voyant que la question a pris Kuro au dépourvu, Sho l'exhorte à être plus gentil avec Mona. Alors que Kuro digère encore les paroles de son ami, Haruna s'approche de lui pour l'accuser de traiter Mona comme une moins que rien malgré tous ses efforts pour attirer son attention. Quand elle remarque qu'elle fait une scène, elle appuie sur ses boutons de lâcheté et s'enfuit du couloir. Après l'éclat, Kuro entend la voix de Mona derrière lui et la regarde aider un professeur à déplacer ses affaires dans la salle de classe et réalise soudain à quel point elle est gentille. Ensuite, Kuro se rend compte que Mona a oublié son manuel à la maison et lui propose timidement de partager le sien. Un flot d'excitation traverse Mona alors qu'elle pousse violemment sa table contre celle de Kuro, le faisant perdre l'équilibre. Réalisant à quel point la situation doit être embarrassante pour Mona, les obsédés endoctrinés et Haruno font signe à Kuro de régler la situation.
Concluant qu'il est possible d'être gentil avec une fille sans tomber amoureux d'elle, Kuro traîne sa table pour partager son manuel. Et après quelques secondes de silence, il demande à Mona si elle est toujours intéressée à partager. Mona, qui s'était reproché d'avoir gâché sa chance, saute immédiatement sur l'occasion. Souriant d'approbation, Haruno prend une photo de son amie heureuse, et Kuro rougit en pensant à la difficulté de maintenir son rôle de gentil garçon et d'éviter de tomber amoureux de Mona. Le lendemain, Mona, qui redoute habituellement les jours de pluie, se surprend à apprécier sa marche vers l'école. Alors qu'elle sourit en voyant Kuro enfin succomber à ses charmes, Mona aperçoit Kuro debout à l'ombre et décide qu'il est temps de montrer son côté doux. Elle s'approche de Kuro pour lui poser des questions sur son parapluie et compare à quel point l'expression de Kuro est devenue plus douce. Après que Kuro raconte une histoire larmoyante sur la façon dont il a perdu son parapluie à cause d'animaux, Mona sent son cœur battre la chamade, manquant un battement, mais elle se ressaisit rapidement et essaie de le convaincre de partager son parapluie, se remémorant les conseils de Yuzuru et Sho de jouer gentiment. Kuro propose à contre-cœur de tenir le parapluie. Toujours en chemin vers l'école, Mona remarque que les épaules de Kuro sont sous la pluie et, malgré la réticence de Kuro, Mona lui prend la main et le tire vers elle. Se sentant mal à l'aise d'être peau contre peau, Kuro essaie de s'éloigner, mais Mona le convainc sans réaliser qu'elle a réveillé son bâton endormi. À l'école, alors que Mona et Kuro se dirigent vers leur classe, ils passent devant le terrain de basket et assistent involontairement à l'étalage d'un talent brut complètement distrait. Mona s'extasie sur le talent fou d'Asahi et la félicite de jouer comme une étoile montante. Mona laisse tomber son parapluie par erreur, ce qui fait qu'Asahi jette un coup d'œil vers elle, et quand Asahi remarque Kuro, elle trébuche et perd sa prise sur le ballon. Juste avant que le ballon ne frappe le visage de Mona, Kuro le bloque, rendant les autres spectateurs inquiets pour les deux parties. Asahi se relève comme si elle ne venait pas de tomber face contre terre sur le terrain et s'excuse auprès de Mona. Passant à son côté doux, Mona essaie de soutenir qu'elle est en faute, mais à sa surprise, Asahi la prend au mot et la blâme d'être une distraction. Quand la petite foule se précipite pour s'excuser auprès de Mona au nom d'Asahi, Mona minimise l'incident et essaie de partir. Soudain, Asahi saisit fermement la main de Mona et annonce qu'elle a deux questions pour elle. Après avoir traîné Mona jusqu'au bout du terrain, Asahi lui demande qui est Kuro pour elle. Étranger par une question aussi aléatoire, Mona répond que Kuro n'est qu'un camarade de classe. Mais Asahi, qui a du mal à y croire, demande à la tête en l'air s'il est normal de faire des promenades matinales avec un camarade de classe. Quand Mona essaie de se tirer d'affaire par des mots doux, Asahi souligne que Kuro tenant un seul parapluie implique qu'ils l'ont partagé. Mona confirme qu'ils ont bien partagé le parapluie et Asahi devient folle. Elle demande à Mona si elle sort avec Kuro et Mona le nie immédiatement. Quand Asahi a souligné qu'elle ne partagerait jamais un parapluie avec quelqu'un qui n'est pas son petit ami, pour clarifier son innocence, Mona explique qu'elle a simplement partagé son parapluie parce que Kuro n'en avait pas. Mais Asahi, qui se fiche complètement de l'explication, demande à Mona si elle aime Kuro. Mona nie à nouveau, et les camarades de classe, qui ont remarqué à quel point la conversation est devenue inconfortable, s'excusent auprès de Mona et entraînent Asahi loin. Reprenant leur chemin vers la classe, Mona demande à Kuro s'il connaît Asahi, et après avoir réalisé que Kuro ignore encore l'existence d'Asahi, elle se demande comment Asahi le connaît. La réalisation la frappe, et elle devient folle à l'idée d'avoir une rivale. Elle sort de ses pensées quand Kuro éternue et s'éclipse pour se changer et mettre des vêtements plus chauds. Voyant Kuro s'éloigner d'elle en sautillant, Mona maudit Asahi de s'être mise en travers de son chemin avec Kuro. Maintenant en classe, pendant qu'Haruno prend des photos aléatoires du visage de Mona, Mona l'interroge sur Asahi. Après avoir appris qu'Asahi est une prodige du basket déjà surnommée la beauté cool de l'école, Mona sent son sang se glacer. Elle se rappelle qu'elle a l'avantage puisque Kuro ignore encore l'existence d'Asahi. Alors qu'elle sourit de son avantage, Yuzuru vient lui dire qu'elle a une visiteuse. Dehors, Mona est mortifiée de voir Asahi l'attendre. Asahi explique qu'il est venu terminer leur conversation de tout à l'heure et se fige instantanément quand Kuro arrive avec ses amis. Terrifiée qu'Asahi lui demande si elle aime Kuro devant lui, Mona se retourne pour convaincre Asahi de se retrouver ailleurs, seulement pour voir qu'Asahi a rougi. Quand Kuro reconnaît l'épave nerveuse comme la prodige du basket, Asahi perd l'équilibre et révèle ses chambres intérieures. Kuro se retourne pour calmer sa saucisse et Mona panique et déclare la guerre à Asahi. Le lendemain, Mona souligne qu'à travers ses années baignées d'amour jusqu'à l'âge de 17 ans, Asahi est la première fille à lui déclarer la guerre. À l'entrée, Kuro aperçoit Asahi et lui demande si elle a besoin de son aide pour interpeller l'un de ses camarades de classe. Mais Asahi rougit et trébuche sur ses mots, voyant Kuro et Asahi ensemble. Mona se fraye un chemin entre eux et maudit Asahi d'en faire trop. Elle passe à son côté doux et demande à Kuro de la suivre jusqu'à la salle de classe principale. Kuro reprend instantanément sa chance de calmer sa saucisse. Il sort de sa frénésie et demande à Asahi de retourner à sa classe. Après avoir vu Kuro prononcer le nom d'Asahi avec désinvolture,
Mona perd la tête à l'idée qu'Asahi puisse être le type de Kuro. Dans la classe d'Asahi, Manami interroge son ami sur Mona, et quand Asahi l'informe que Mona a nié avoir un faible pour Kuro, Manami lui donne le feu vert pour tenter sa chance avec Kuro. Elle conseille à son ami de commencer par apprendre à le connaître, et Asahi souligne qu'elle s'embrouille toujours quand elle voit Kuro. Sur le terrain de basket, Mona déclare qu'elle prendra la place d'Asahi dans l'esprit de Kuro en tant que prodige du basket. Après avoir vu Kuro échouer avec son équipe, Mona montre ses incroyables compétences pour prouver qu'elle peut aussi être une beauté cool. Kuro perd un pari entre les gars et est désigné pour nettoyer après la classe. Quand Mona apparaît avec ses usines à pastèques, il reprend immédiatement sa chance. Juste au moment où il réussit à garder son calme, Mona serre ses melons sur son dos, faisant jaillir l'outil de Kuro de 4 pouces de plus. Quand elle réalise que Kuro montre à peine une réaction, Mona le presse plus fort contre lui. Asahi les surprend et Mona se décolle de Kuro avec embarras. Asahi accuse Mona de nier ses sentiments, mais Mona la fait taire rapidement et essaie d'expliquer qu'elle essayait d'aider Kuro. Décidant de rivaliser, Asahi se met en position de planche et elle ordonne à Kuro de faire de même. Quand Mona réalise qu'Asahi expose ses seins à Kuro, elle perd la tête et imite l'action d'Asahi, envoyant Kuro dans un état de folie. Le lendemain, après avoir réalisé que Kuro a le mal du pays, Mona se remémore l'incident du gymnase et se demande si elle est partiellement responsable de la maladie de Kuro. Après avoir écouté la discussion de Yuzuru et Sho sur la visite de Kuro, tout comme Mona, Asahi suppose qu'elle pourrait être responsable d'avoir causé le rhume de Kuro, jouant l'avocat du diable. Manami exhorte Asahi à aller le voir, avant d'ajouter qu'elle pourrait voir Kuro en pyjama. Après l'école, Mona suit secrètement Yuzuru et Sho jusqu'à l'appartement de Kuro. Et juste au moment où elle rougit à l'idée de sa première visite chez un garçon, Asahi apparaît de nulle part et annonce sa présence. Mona panique quand elle apprend qu'Asahi est aussi venu ruiner ses chances de faire plier Kuro pour elle. Asahi accuse Mona de nier ses sentiments pour Kuro et de faire des choix étranges qui impliquent le contraire. Mona nie ses sentiments pour Kuro pour la 1000e fois tout en se demandant comment surpasser Asahi une fois arrivée chez Kuro. Après avoir attendu que les garçons partent, Mona et Asahi se faufilent jusqu'à l'appartement de Kuro. Kuro perd la tête quand il voit deux jeunes femmes à la porte. Quand Mona s'introduit à l'intérieur, il réalise que c'est la première fois qu'il reçoit une fille. La luxure s'empare du cerveau de Kuro et il exige avec style que les filles quittent sa maison, mais Mona l'ignore et cogne sa tête contre la sienne pour prendre sa température. Voyant Kuro s'éloigner en sursaut, Mona essaie de se convaincre qu'elle n'est pas amoureuse de Kuro et que tout ce qu'elle veut, c'est le faire plier comme les autres. Après une vague de malaise, les filles proposent de faire du porridge pour Kuro. Mona applaudit Asahi pour sa bonne performance avant de promettre de détruire ses chances avec Kuro. Elle s'habille en infirmière sexy, se met à genoux et sort un thermomètre de ses seins juste au moment où Mona commence à se sentir bien avec son cou imbattable. Asahi apparaît dans un costume encore plus sexy et vole la vedette. Après avoir traumatisé Kuro, les deux rivales acceptent de discuter pendant qu'il dort. Pendant la pause, juste au moment où Mona admet qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'Asahi se batte autant, Asahi félicite Mona pour sa performance. Prenant une autre voix, Mona demande à Asahi si elle a cessé d'être nerveuse autour de Kuro, et Asahi panique à la question avant de se ressaisir et d'expliquer qu'elle n'a pas surmonté sa nervosité. Mais elle n'est pas non plus du genre à reculer devant un défi. Mona demande à sa rivale pourquoi elle insiste tant, seulement pour qu'Asahi admette qu'elle a des sentiments pour Kuro, quand Mona agit sans être impressionnée par la réponse d'Asahi. Asahi explique qu'elle a hâte de sortir avec Kuro et de l'embrasser tous les jours, et à la mention de l'embrassade, Mona recule brusquement. Se sentant embarrassée, Asahi sort de la pièce en courant et avertit Mona de jouer loyalement pendant son absence. Mais comme prévu, Mona ignore Asaki, s'approche de Kuro et se remémore la confession d'Asahi. Elle se demande si l'amour est ce qui motive vraiment le jeu d'Asaki. Quand elle s'assied sur le lit, Kuro se réveille soudainement et la serre dans ses bras, faisant rougir Mona. D'un autre côté, Asahi se rappelle comment elle avait l'habitude de dédaigner l'idée du coup de foudre jusqu'à ce qu'elle rencontre Kuro de manière charmante. Et elle réalise jusqu'où elle est allée pour obtenir Kuro et frissonne à cette pensée. Pendant ce temps, dans l'appartement de Kuro, Mona essaie de se débarrasser de Kuro. Elle réussit enfin à le repousser et se surprend à fixer ses lèvres. Elle se rappelle la confession d'Asahi sur l'embrassade et se penche inconsciemment vers les lèvres de Kuro. Mais avant qu'elle ne puisse établir le contact, elle sort de sa transe seulement pour voir Asahi la fixer sous le choc. Asahi s'en prend à la garce sournoise et la traîne hors de l'appartement et l'accuse d'essayer de contraindre Kuro et de mentir sur ses sentiments. Quand Mona essaie de nier les affirmations d'Asahi, Asahi s'en prend à elle et la réprimande pour avoir nié être amoureuse de Kuro. Fatiguée du discours amoureux, Mona lâche qu'elle essaie seulement de faire tomber Kuro amoureux d'elle parce qu'il refuse de céder comme les autres hommes autour d'elle.
Essayant de clarifier ses pensées, Asahi se demande pourquoi la fille la plus aimée de l'école essaie si fort de faire succomber Kuro juste parce qu'il ne lui lèche pas les bottes. Elle souligne que Mona utilise ses affirmations comme excuse pour ne pas réaliser ses vrais sentiments pour Kuro, décidant de laisser tomber. Asahi fait entrer Mona dans la maison et promet non seulement de garder son secret mais aussi de battre Mona à son propre jeu. Le lendemain, Asahi taquine Mona d'attendre l'arrivée de Kuro, quand Mona essaie de chasser Asahi de sa classe. Asahi devine les pensées de Mona et lui demande d'arrêter de faire semblant, mais Mona refuse. Quand Yuzuru et Sho arrivent pour saluer Mona et Asahi, Yuzuru demande pourquoi Asahi est assise à côté de Mona. Sho mentionne que Mona et Asahi sont amies, et Asahi décide de lâcher la bombe. Elles sont toutes les deux allées rendre visite à Kuro sur son lit de malade. Confus, Yuzuru demande à Mona comment elle a trouvé l'appartement de Kuro, et Mona ment en disant qu'elle connaissait juste l'endroit par hasard et qu'elle y a aussi rencontré Asahi. Alors que Yuzuru souhaite bêtement que Mona l'ait rencontré lui à la place, Haruno devient folle quand elle réalise qu'Asahi est la rivale amoureuse de Mona. Elle sent sa jalousie éclater en elle alors qu'elle se précipite pour supplier Mona d'attention. Juste au moment où Haruno déclare une guerre unilatérale à Asahi, Kuro fait irruption dans la classe et remercie les garçons d'être venus. Mona salue Kuro et elle se remémore immédiatement qu'Asahi l'a accusé d'aimer Kuro et se maudit d'avoir de tels souvenirs. Après qu'Asahi échange des salutations avec Kuro et parte, les nerfs de Mona la rongent. Quand Kuro essaie de lui parler, elle fait semblant nerveusement d'être occupée sur son téléphone et s'en veut d'utiliser l'excuse la plus évidente. Laissant son embarras piquer son ego, Mona évite Kuro pendant des heures. En s'enfuyant, elle perd la tête à l'idée de rougir chaque fois qu'elle est près de Kuro. Elle heurte une silhouette et quand elle réalise que c'est Kuro, elle se retourne pour s'éclipser. Mais elle perd malheureusement l'équilibre et tombe au sol. Quelques minutes plus tard, Mona se réveille à l'infirmerie pour voir Kuro assis à côté d'elle. Kuro l'informe qu'elle a attrapé de la fièvre et Mona met ça sur le compte de sa course toute la journée. Après que Kuro révèle qu'il a porté Mona jusqu'à l'infirmerie, il prend la responsabilité de lui avoir transmis sa maladie. Il la remercie de s'être occupé de lui la veille et laisse Mona imaginer les différentes positions que Kuro a utilisées pour la porter, se sentant embarrassé après que ses meilleurs amis aient traumatisé ses yeux innocents avec une image pour laquelle tout adolescent viderait des litres de lotion. Kuro quitte la classe en sautillant, déterminé à effacer la saleté de son téléphone avant d'être pris avec. D'un autre côté, Haruno, toujours rancunière de la proximité soudaine de Mona et Asahi, envoie à Kuro une photo de Mona pour le charmer. Quand Mona réalise les actions stupides de son acolyte écervelé, une vis se dessert dans le cerveau de Mona, et elle ordonne à son ami à tête d'oiseau de l'annuler immédiatement. Mais juste avant que la mignon écervelée ne puisse annuler l'envoi de la photo, la batterie de son téléphone se vide. Adoptant une approche différente, Mona décide que la seule option restante est de retrouver Kuro et de supprimer la photo directement de son téléphone avant qu'il ne l'ouvre. Pour la maudite chance de Kuro, juste au moment où il succombe enfin à jeter un coup d'œil au sein sur son téléphone avant de les supprimer, Mona surgit de nulle part, le déséquilibre, expose ses chambres intérieures et ordonne à Kuro de ne pas ouvrir son message. Elle attrape son téléphone, mais juste au moment où elle s'apprête à supprimer la photo, elle voit l'ambassadrice Pastèque et se fige. Mona devient froide, rend le téléphone et s'en va en trombe, laissant Kuro sans voix. Chaude et perturbée en classe, Mona se demande bêtement pourquoi Kuro préférerait se laver la saucisse devant une image plutôt que de succomber à ses avances. Finalement attentive à son environnement, Mona entend Kuro avertir ses meilleurs amis de ne pas toucher à son téléphone. Tout s'éclaire et Mona réalise que les obsédés sont partiellement la cause de son échec à faire céder Kuro, désireuse de mettre fin à l'entêtement de Kuro. Mona prend son téléphone et envoie une jolie photo montrant ses seins grandissant à Kuro, affirmant l'avoir envoyé par erreur. Ouvrant son message pour révéler Mona et ses melons, les meilleurs amis de Kuro, déjà excités, jurent sur la photo que Mona avait envoyée. Secrètement ému par la photo, Kuro décide de jouer la carte de la décontraction et la supprime nonchalamment, faisant sans le savoir perdre la tête à Mona. Haruno la sort de sa colère en lui montrant une citrouille avant de lui demander étrangement si elle peut prendre une photo de Mona dans son costume d'Halloween. La demande étrange d'Haruno débloque sans le savoir une idée dans le cerveau amoureux de Mona. Elle attrape la citrouille et annonce à la classe qu'elle organisera une fête d'Halloween ce week-end, tout en se demandant discrètement ce qu'elle pourrait porter pour que son béguin remplace l'ambassadrice Pastèque sur son écran de verrouillage par ses melons juteux. À l'insu de Mona, pendant qu'elle partage le reste de ses plans avec la classe, Asahi joue le rôle d'une mouche sur le mur et les écoute. Le lendemain de l'annonce, Kuro et ses meilleurs amis, qui attendaient Mona et son acolyte, voient soudain le visage de Mona sur chaque fille autour jusqu'à ce qu'Haruno les rattrape et les sorte de leur délire. Tout à coup, les citadins, principalement des gars, haleiment d'admiration alors que la créature angélique balance ses hanches dans son petit short comme si de rien n'était. Comme la mignon écervelée qu'elle est, Haruno prend quelques jolies photos de Mona qui était occupée à fixer Kuro du regard pour l'avoir ignorée. Juste au moment où Mona suppose que rien n'est pire que d'être ignoré, Asahi apparaît et est accueilli par Sho qui a été forcé de l'inviter. Ignorant la réaction de Mona, Kuro appelle l'attention d'Asahi et Asahi cède immédiatement.
Heureusement pour Mona, Yuzuru, l'un des meilleurs amis de Kuro, exige qu'ils commencent leur voyage. Voyant qu'Asahi est baignée de nervosité, Haruno, qui semble avoir une phobie d'être elle-même, propose immédiatement qu'elles deviennent amies et révèle sans vergogne qu'elle a toujours été une fan inconditionnelle du jeu de balle d'Asahi au centre commercial. Après que Mona ait ses quelques costumes choisis par Haruno pour elle, elle rôde dans le centre commercial pour espionner Asahi. Réalisant que les choix de tenue d'Asahi sont tous nuls, Mona sourit diaboliquement du fait qu'elle n'a pas à s'inquiéter que son adversaire la surpasse en style. Alors que Mona se dirige gaiement vers la section des garçons, Manami surgit de nulle part et se remémore le moment où elle a incité son ami à s'incruster à la fête de Mona pour montrer son costume à Kuro et à ses amis. Marchant de long en large, elle confie qu'elle se doutait qu'Asahi aurait du mal à choisir la bonne tenue. Alors elle avait déjà préparé quelques options à l'avance, juste au cas où. S'avouant vaincue, Asahi demande à son ami de lui choisir des tenues, et Monami l'affuble aussitôt de vêtements plutôt discutables. Voyant que son ami, aussi plate qu'ennuyée, n'est absolument pas convaincu par tous ses choix précédents, Monami décide qu'il est grand temps de sortir le grand jeu, de tout donner, vraiment. D'un autre côté, dans la section des garçons, tandis que Mona rôde discrètement, observant la scène derrière le portant de costume, les garçons plaisantent joyeusement à propos de la fête et de leurs clientes, écoutant attentivement leur conversation. Mona, folle des garçons, jubile après avoir enfin compris l'idée de Kuro pour un costume vraiment sexy. Quand Kuro manque de peu de surprendre Mona en train de les espionner, Mona tente de se cacher hors de vue, poussant sans le savoir Kuro à vouloir en savoir plus, à enquêter. Mais avant que Kuro ne puisse faire grand chose, la voix des autres gars le distrait et l'éloigne. Immédiatement, les garçons quittent la pièce, Mona se jette sur le portant de vêtements et est choquée de réaliser que quelqu'un d'aussi innocent en apparence que Kuro puisse adorer quelque chose d'aussi osé, d'aussi coquin et étrange. Lorsque le groupe se rassemble en un point commun, Sho, l'un des meilleurs amis de Kuro, suggère que les filles devraient révéler leur tenue à tour de rôle. Suivant la demande de Sho, Haruno passe la première et exhibe sa robe de fée, ce qui lui vaut quelques acclamations des garçons. Asahi passe ensuite et montre son costume de sorcière, ce qui lui vaut également quelques acclamations. Mais quand Manami révèle son costume, Kuro et le reste des garçons deviennent fous, se demandant comment ces lourds atouts peuvent rester en place dans une tenue aussi légère et fragile. La timide Mona remarque Kuro réciter ses habituelles bêtises chaque fois que son désir s'éveille, et une vague d'embarras submerge son visage écarlate. Toujours couverte de gêne, Mona panique quand Yuzuru, l'un des garçons à cornes, mentionne au hasard que Mona avait, d'une manière ou d'une autre, fini par choisir le costume juste à côté de celui que Kuro aimait. À l'extérieur du centre commercial, tandis que le groupe discute entre eux, Mona essaie de faire passer sa gêne pour une blague avant de se jurer qu'elle s'assurerait que Kuro succombe à ses charmes lors de la fête. Le jour de la fête d'Halloween, Mona, qui est surexcitée par son costume, jure de prendre la place de la dame à la poitrine généreuse sur l'écran de verrouillage de Kuro. Après avoir été introduite à la fête, Mona et ses nouvelles meilleures amies choisissent une pièce au hasard pour se changer. Et tandis que Haruno, sans surprise, adore Mona et sa tenue, Asahi se sent, elle, mal à l'aise avec la robe que Manami lui a choisie. Refoulant ses inquiétudes, Asahi interrompt les éloges infondés de Haruno pour souligner que Mona aurait regretté toute sa vie si elle avait opté pour le costume de momie. Acceptant nerveusement les mots directs d'Asahi, la tête en l'air enfile son costume qui épouse parfaitement ses formes généreuses. Alors que les filles discutent des vêtements ennuyeux d'Asahi, Haruno, tel le petit chien qu'elle est, surgit de nulle part dans un costume de fantôme pour complimenter la tenue de Mona. Confuse par la tenue de son amie, Mona demande à Haruno pourquoi elle a troqué sa tenue de fée contre un accoutrement aussi affreux, et la subalterne un peu simplette explique qu'elle se sentait plus à l'aise dans un costume assez grand pour cacher son visage. Après s'être changée, les trois filles rejoignent la fête, mais juste avant d'atteindre le rez-de-chaussée principal, Mona se souvient qu'elle avait oublié son chapeau de costume et retourne le chercher. Elle met son chapeau négligemment et, par erreur, dézippe sa fermeture éclair. Tentant de réparer son erreur, Mona essaie de manipuler la fermeture, mais elle la pousse bêtement vers le bas. Kuro, qui a la malchance de porter le même costume que Haruno, est entraîné dans les toilettes par Mona pour réparer sa fermeture. Kuro suppose automatiquement que Mona est en train de faire ses tours habituels. Quand Mona le prend pour Haruno, il réalise sa situation délicate et décide qu'il vaut mieux jouer le jeu. Kuro rassemble toute sa discipline et ferme la fermeture éclair. Mais quand Mona perçoit un halètement intense derrière elle, elle se retourne avec inquiétude pour vérifier son ami. Elle dézippe innocemment le costume de fantôme et se fige immédiatement en voyant un garçon sous le costume. Pris de culpabilité, Kuro essaie d'expliquer la situation mais Mona hurle à plein poumon. De retour à la fête, Mona arrange le costume de Haruno pour le différencier de celui de Kuro tout en observant Kuro de loin. Elle essaie de se convaincre que l'incident de la fermeture éclair ne signifie rien et qu'elle doit se ressaisir et envoyer une photo à Kuro. Elle se souvient de la façon dont le dernier problème de photo s'est déroulé et maudit Kuro de ne pas voir qui elle est, tirant Mona de ses pensées. L'un des bouffons à fermoir présente un jeu où les participants momifieront leur partenaire avec du papier toilette et le gars qui fera la momie la plus complète gagne.
Le gars ressemblant à Peter Pan ajoute que le duo doit être composé d'un garçon et d'une fille, et le garçon momifiera la fille. Le gars promet une photo au couple gagnant, et Mona, qui avait enfin vu son opportunité de prendre une photo avec Kuro, se creuse la tête pour savoir comment elle deviendra la partenaire de Kuro. Immédiatement, Kuro choisit un numéro au hasard, et Mona sent sa rivale Asahi se tenir à côté d'elle, prête à frapper, tandis que Haruno choisit maladroitement un numéro. Elle jette par erreur le numéro de Kuro, ce qui pousse Mona et sa rivale à s'en emparer. Refusant de lâcher le numéro, Asahi essaie de manipuler la blonde un peu bête, mais Mona tient bon et ajoute plus de force à sa prise. Mona remarque qu'Asahi ne met presque aucun effort dans sa prise malgré l'utilisation de toute sa force. Elle interpelle Kuro et piège Asahi pour qu'elle relâche sa prise sur le numéro, ignorant la colère légitime d'Asahi. Mona s'approche de son coup de cœur et promet de faire tout ce qu'il faut pour gagner le jeu. Les autres annoncent le début du jeu et Haruno, qui vit étrangement son fantasme à travers Mona, prend son téléphone et photographie Mona et son futur homme. Mona, qui avait serré sa poitrine généreuse en prévision, sent son excitation retomber lorsqu'elle réalise que Kuro fait un travail bâclé. Mona regarde autour d'elle et remarque que les autres gars avancent sur le papier et panique à l'idée qu'ils perdent à la vitesse à laquelle ils vont. Alors elle le prend dans ses bras et montre à son partenaire une façon plus rapide de rouler le papier. Quand Mona lui fourre le papier dans les mains, 1001 pensées de tentation traversent son esprit un peu simplet. Et alors que Mona continue de le presser de la saisir correctement, Kuro abandonne et se jette à terre. L'hôte un peu bête annonce la fin du jeu et déclare Haruno et son partenaire vainqueurs. Ce qui fait que Mona jette un regard de travers à son partenaire perdant, pendant que son ami prend une photo de rêve. D'autres filles de l'école s'alignent pour prendre un selfie avec Kuro, et la jalousie envahit immédiatement le cœur de Mona. Elle essaie de se convaincre que Kuro supprimera très probablement les photos quand les filles partiront. Sa jalousie prend le dessus et elle se jette dans la mêlée pour prendre une photo avec Kuro. Mais quand Kuro se dérobe, elle perd la tête. Quand les fêtards décident de prendre une photo de groupe, Mona se demande pourquoi Kuro était d'accord pour prendre des photos avec tout le monde, sauf elle. Elle attrape le bout de son costume et le maudit d'être un idiot, pour ensuite rentrer chez elle et pleurer jusqu'à s'endormir. Le lendemain matin, Kuro dit à ses acolytes qu'il soupçonne Mona d'être en colère contre lui parce qu'elle lui a demandé de prendre une photo avec lui à la fête, mais il a refusé car il était submergé après avoir parlé avec plusieurs autres filles. Kuro est surpris de recevoir une gifle suivie de preuves photographiques de Mona de la nuit précédente. L'un des bonobos le maudit d'agir comme un grand seigneur pour une simple photo après que Mona se soit faite belle pour lui. Alors que Kuro accepte de s'excuser auprès de la reine des abeilles, Mona apparaît et les salue joyeusement, seulement pour que Kuro s'enfuit comme le lâche qu'il est, laissant Mona confuse et déçue. En classe, alors que Mona essaie de trouver un moyen de dissiper la tension entre elle et Kuro, la professeure annonce les équipes de nettoyage par leur place et associe Mona à Kuro. Pendant qu'il nettoie, Mona expose sans vergogne ses pensées intimes à Kuro, ce qui ne fait que le mettre mal à l'aise. Il essaie de se retirer de la situation et Mona se maudit d'être une idiote. Alors qu'elle commence à sentir des larmes monter, elle réalise qu'elle gâche toujours tout. Mona rassemble tout son courage pour s'excuser d'avoir gâché l'ambiance la nuit précédente. Mais à sa surprise, Kuro s'excuse de l'avoir repoussé la nuit d'avant. Alors que les deux idiots continuent de se regarder, les bonobos font irruption dans la pièce et gâchent l'ambiance. La nuit, alors que Kuro regarde Mona sur la photo de groupe, il reçoit la photo que Haruno a prise à la fête qu'il met en écran de verrouillage avant de la changer immédiatement. En ville, une jolie fille s'installe au Japon. Le lendemain matin, Mona est aux anges, après avoir appris qu'une vieille amie vient lui rendre visite. Mais son sourire se transforme en mou lorsque l'amie promet de venir la chercher à l'école. À l'école, tandis que les garçons se demandent quelles chansons ils interpréteront au karaoké après les cours. Asahi écoute aux portes et s'enfuit immédiatement du couloir lorsque Kuro croise son regard pendant le déjeuner. Monami demande à Asahi quels sont ses plans pour surpasser Mona, mais Asahi admet qu'elle n'a rien en réserve. Alors que les deux amis s'accordent sur les mots d'Asahi, un soupir aléatoire à propos d'écraser un gars. Monami a une idée brillante pour qu'Asahi prenne les lèvres de Kuro par la force. À ce moment-là, Kuro entre dans la classe pour appeler Asahi afin qu'elle lui rende la carte d'identité qu'elle avait égarée. Saisissant l'occasion, Monami demande à Kuro s'il a des projets pour le déjeuner. Kuro mentionne qu'il avait prévu de prendre un sandwich et d'en rester là, et Monami annonce soudainement qu'Asahi sponsorisera leur repas pour le remercier de lui avoir rapporté sa carte d'identité. Chuchotant, Asahi informe son ami qu'elle ne peut pas mener le plan à bien, et Monami, jouant l'avocat du diable, lui dit de saisir l'occasion d'enfin embrasser Kuro. À la cafétéria, après que Kuro ait accepté l'offre d'Asahi, on voit Mona raconter à Haruno l'histoire de Tomo, sa vieille et meilleure amie, qui lui rendait visite ce jour-là. D'un autre côté, Asahi, folle de joie que Kuro soit assis à côté d'elle, trébuche soudainement sur ses mots et elle se couvre le visage de gêne, complètement inconsciente de Kuro luttant contre ses démons intérieurs pour ne pas se laisser submerger. Elle essaie d'apaiser son stress.
Asahi bande bêtement les yeux de Kuro et se perd dans ses pensées sur ce que cela ferait d'être la petite amie de Kuro. Asahi rassemble enfin son courage et propose d'essayer un jeu de tours ou friandises, où Kuro la gâterait et elle lui ferait une farce. Quand Kuro mentionne nerveusement qu'il n'a aucune farce en tête, Asahi l'embrasse assez doucement pour éveiller son désir endormi. Pendant ce temps, en ville, Mona retrouve ses amis, faisant lever des idiots insouciants avant de l'enlacer dans une chaude étreinte. Après avoir taquiné astucieusement les gars prêts à payer leur boisson, Mona accuse son ami de draguer des inconnus alors qu'elle aurait dû l'attendre, mais Tomo la repousse en la soudoyant. Maintenant installée, Mona devient méfiante quant à la visite de son ami, et Tomo élude sa question avec désinvolture, envoie un baiser à un serveur au hasard et regarde Mona sentir une vis se desserrer dans son crâne. Après avoir taquiné Mona sur sa vie amoureuse passée, Tomo souhaite avec moquerie être aussi populaire que son ami. Fatiguée des taquineries, Tomo mentionne qu'elle aimerait goûter à la virilité de quelques garçons de Tokyo avant de demander à son ami comment s'est passée son expérience avec les aventures citadines. Mais à la surprise de Tomo, Mona admet n'avoir eu aucune expérience intime pendant son séjour. Toujours confuse, Tomo demande à Mona pourquoi elle n'a rien expérimenté malgré les tonnes d'hommes qui l'entourent. Mona dit innocemment qu'elle n'a aucun intérêt pour ce genre de plaisir, ce qui pousse Tomo à la taquiner de n'avoir pas encore connu l'amour. L'esprit de Mona voyage vers le petit homme pour qui elle était tombée follement amoureuse et se prend immédiatement au dépourvu. Et Tomo comprend que son ami doit avoir quelqu'un en tête, et quand elle essaie de lui arracher un nom, Kuro apparaît derrière elle. Ne prêtant aucune attention à la conversation gênante devant elle, Tomo force Kuro à s'asseoir à côté d'elle tout en lui serrant sa poitrine généreuse. Elle se présente comme avant, ajoutant gracieusement qu'elle est célibataire et cherche un petit ami bien bâti pour faire vibrer son intimité profonde. Pendant que Tomo fait ses avances éhontées, elle remarque l'expression perturbée de Mona. Tout à coup, Tomo comprend que Kuro doit être le garçon pour qui son ami avait le béguin. Ignorant complètement Kuro, Tomo demande à Mona si Kuro est son petit ami. Voyant à quelle vitesse Mona nie tout, Tomo décide de la narguer. Se sentant mal à l'aise, Kuro demande à la bombe de réajuster ses soutiens-gorge, mais Tomo fait remarquer astucieusement que ses mains sont grasses et qu'il serait plus logique qu'il la remonte, réalisant les allusions de Tomo. Mona et Kuro sont écarquillés devant une demande aussi scandaleuse, et quand Kuro lui dit de demander à Mona, Tomo lui rappelle que c'est lui qui lui a demandé de resserrer ses porte-gourdes, pas Mona. Transpirant à grosses gouttes, Kuro attrape le pull de Tomo et le secoue, remontant la fermeture éclair jusqu'à sa poitrine, où la fermeture se coince soudainement. Quand Tomo gémit au toucher de Kuro, le faisant devenir fou et libérer un flot de désir, Mona perd la tête et interrompt le moment en rappelant à Kuro ce qu'il doit faire. Après avoir vu son ami rougir en voyant Kuro sortir du café, Tomo se met à rire. À la gare, juste avant le départ de Tomo, elle demande à Mona si elle aime Kuro, et comme prévu, Mona le nie. Tomo se moque de son ami avant de lui rappeler qu'elle voit à travers ses mensonges, mais Mona le nie. Le lendemain, la professeure présente Tomo comme une nouvelle élève transférée, coupant le souffle à Mona et Kuro. Pendant que les autres filles essaient de rattraper Tomo, Mona observe son ami du coin de l'œil pour être venue dans son école. Comme prévu, la subalterne insouciante rayonne de rencontrer Mona et propose avec enthousiasme son amitié à Tomo avant de lui offrir sa coopération pour un service dont les filles pourraient avoir besoin. Pour prouver sa proximité avec Mona, Tomo attrape sa poitrine et la serre comme si elle la trayait. Ce geste rend le garçon fou, ce qui pousse Mona à frapper son ami de toutes ses forces et à la tirer hors de la pièce pour une discussion sérieuse. Maintenant dehors, Mona explique qu'elle est investie dans Kuro parce qu'il est le seul qui n'a pas encore succombé à ses charmes. Mais Tomo refuse de croire son ami et souligne que la raison pour laquelle elle est investie dans Kuro est qu'elle a le béguin pour lui. Mais Mona le nie. Tomo s'excuse d'avoir insisté avant d'ajouter avec désinvolture que Kuro est mal élevé, ingrat et sans caractère, ce qui le rend inéligible pour être le type de Mona. Mona demande à son ami de modérer ses insultes avant d'expliquer que malgré son manque d'amabilité, chaque fois que Kuro est gentil, cela compte et il l'a tiré d'embarras d'innombrables fois. Et il dit les bonnes choses quand cela importe. Elle poursuit en disant que Kuro est sincère et un gentil garçon qui attire plus de femmes que prévu. Mona sort de son monde de rêve lorsqu'elle remarque les yeux amusés de Tomo. Tomo rit de la situation et confirme que Mona a un énorme béguin pour Kuro et la taquine d'enfin vivre son premier amour. Voyant son ami s'éloigner, Mona succombe à la réalité et admet qu'elle est amoureuse du brut assis à côté d'elle. Pendant la pause déjeuner, Tomo annonce sa mission de marieuse pour Mona et Kuro, mais Mona refuse toutes les excuses qu'elle invente. Mona se plaint que son ami ne cesse de parler de son affection pour Kuro et lui demande d'arrêter. Et sans surprise, Tomo continue de taquiner Mona sans fin jusqu'à ce qu'elle tombe sur Asahi et Manami. Immédiatement après qu'Asahi et Mona aient échangé des salutations, Tomo enveloppe les filles dans une chaude étreinte et se présente comme la vieille amie de Mona. Fatiguée d'être piégée dans les étreintes de Tomo, Asahi la prévient de la lâcher, mais Tomo ignore ces mots et l'enveloppe dans une étreinte encore plus grande. Mona remarque Manami qui avait réussi à échapper à l'étreinte de Tomo et essaie d'engager la conversation.
Mais Manami lui envoie des ondes étranges. Et après quelques minutes, elle rappelle à son amie Asahi qu'elle voulait parler à Mona de quelque chose. Asahi se libère de l'emprise de Tomo juste à temps. Elle attrape la main de Mona et s'éloigne en sautillant avant que Tomo n'essaie de la serrer à nouveau. Dans un coin tranquille de l'école, Asahi brise l'air gênant en parlant de Tomo et de ses stupides étreintes, décidant qu'il vaut mieux tout dire d'un coup. Asahi confesse qu'elle a embrassé Kuro la veille. Ignorant la crise de Mona, Asahi s'excuse, seulement pour rencontrer Tomo qui rôde à courte distance. Tomo fait semblant d'être inconsciente de la situation, mais Asahi voit clair dans son jeu. Regardant Asahi s'éloigner, Tomo réalise que contrairement à ce qu'elle pensait, Kuro est définitivement un coureur de jupons. Elle souligne qu'il y a une différence entre Asahi embrassant Kuro et Kuro embrassant Asahi. Et Mona, d'un autre côté, est perdue dans ses pensées à propos de la situation. Elle serre sa poitrine douloureuse, se sentant déçue qu'Asahi ait pris l'avantage sur elle. Tomo conclut que la nouvelle information ferait sûrement réaliser à Mona ses sentiments pour Kuro. Décidant de prendre les choses en main, Tomo s'approche de son amie et propose d'organiser elle-même une fête de bienvenue pour Kuro et les autres filles le soir. Alors que Mona se demande quel tour Tomo a dans sa manche, elle réalise soudain qu'il y a une chance qu'Asahi et Kuro deviennent un couple après leur baiser. Elle perd la tête et se calme rapidement en soulignant qu'Asahi n'a jamais avoué qu'elle sortait avec Kuro. Pour apaiser son cœur brisé, Mona choisit de supposer qu'Asahi a dû forcer le baiser sur Kuro. Soulagée par sa conclusion, Mona déclare qu'elle fera tomber Kuro sous ses charmes quoi qu'il en coûte. Son imagination lui donne un coup de poing dans l'estomac en lui montrant une image d'Asahi en couple avec Kuro, la faisant perdre la tête une fois de plus. Le lendemain matin, Mona ressemble à un zombie avec des cernes et un sourire narquois qui pourrait effrayer les petits animaux alors qu'elle rencontre ses amis au métro, complotant clairement pour saboter les chances d'Asahi avec Kuro. D'un autre côté, Asahi décide qu'elle n'a pas vraiment besoin de mentionner que le baiser n'était que sur la joue. Tout ce qu'elle a à faire maintenant, c'est de rester cool et peut-être de transformer ce baiser sur la joue en quelque chose de réel. Au même moment, Kuro entre dans la gare avec Tomo à ses côtés. Et tandis que Mona réfléchit trop à son prochain mouvement, Asahi l'approche pour échanger des salutations et des banalités, voyant que son adversaire est passé à l'action. Mona intercepte la conversation et partage un regard mutuel de guerre désagréable. Et tandis que les filles se déclarent la guerre, leurs acolytes scandent intérieurement le nom de leurs amis. Décidant d'améliorer les chances de Mona avec Kuro, Tomo annonce qu'ils visiteront tous le meilleur parc romantique de Tokyo pour sa fête de bienvenue dans le parc. Mona jette un regard de travers à tout le monde, surtout à Monami qui est étrangement gentille. Puis Monami échange des signaux avec Asahi avant de suggérer avec désinvolture de faire les montagnes russes. Le chaos éclate instantanément. Mona et Asahi se battent pour le siège à côté de Kuro comme si c'était la dernière part de pizza. Et le pauvre Kuro finit par accepter de faire le tour 2 fois. Pleine de dépit, Mona regarde Asahi demander à Kuro comment s'y prendre avec les règles de sécurité de base. Maintenant dans l'attraction, Asahi, qui avait ignoré le processus d'explication, attrape les mains de Kuro et lui demande si elle pouvait les emprunter pour le voyage. Kuro a l'air troublé non seulement à cause de la prise d'Asahi, mais aussi parce qu'il est sur le point de descendre du point le plus haut. Asahi, la fille à qui il s'attendait à voir terrifiée, se tourne vers Kuro et révèle qu'elle n'est pas du genre à avoir peur des choses courantes. Et sur ce, les montagnes russes commencent à bouger. Fatigué de voir son ami s'énerver pour une simple attraction, Tomo demande à Mona de se calmer un peu. Alors que Mona essaie de nier ses émotions, Tomo annonce l'arrivée de leurs amis et Mona s'agite en attendant Asahi et Kuro. Après avoir vu Monemi taquiner Asahi sur la merveilleuse balade, Mona sent une vis se desserrer dans sa tête, tandis qu'il imagine d'innombrables choses qu'Asahi aurait pu faire. Yuzuru taquine Kuro, affirmant l'avoir vu la tenir durant le tour. Kuro explique nerveusement qu'Asahi avait dit avoir peur. Il y repense un instant et réalise qu'Asahi ne semblait pas aussi effrayée qu'elle le prétendait. Mona perd complètement la tête après l'explication de Kuro, mais Tomo la pousse aussitôt vers lui. Dans l'attraction, Mona se demande comment Kuro et Asahi ont pu se tenir la main dans un endroit si confiné. Elle se tourne vers Kuro, qui semble abattu, pour savoir s'il a apprécié son tour précédent. Quand Kuro confirme que oui, Mona se maudit d'avoir laissé Asahi la devancer avec un baiser et en se tenant la main, décidant de lever toute ambiguïté. Mona demande directement à Kuro s'il a des sentiments pour Asahi, et bien que la question le prenne au dépourvu, Kuro admet n'avoir rien de romantique avec elle. Quelques secondes plus tard, Kuro prend son courage à 2 mains et demande à Mona si elle, de son côté, a quelqu'un qu'elle aime. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'attraction les tire inopinément vers le bas. Après le tour, Kuro et Mona sont étrangement nerveux. Asahi observe ce comportement bizarre et décide de prendre des nouvelles de Kuro. Mais la mignonne mascotte du parc la distrait lorsque le groupe commence à se disperser. Tomo pousse Mona vers Kuro pour qu'ils trouvent un endroit calme où discuter. Mona aperçoit un camion de churros et tente de duper le vieil homme responsable pour qu'il leur vende quelques paquets. Mais quand le vendeur leur demande un baiser en guise de preuve, Mona saisit tremblante le visage de Kuro et se penche en avant pour l'embrasser.
Elle demande au Nigo de fermer les yeux, mais juste avant que leurs bouches ne se touchent, Mona perd son sang-froid et s'en prend à Kuro. Après avoir obtenu les churros, Mona et Kuro rejoignent le groupe pour partager les friandises. Et tandis que Manami fait semblant d'être cool, elle sort son téléphone et accuse Mona d'avoir monopolisé Kuro pour un moment en tête-à-tête. Manami rappelle à son ami de battre le fer tant qu'il est chaud et, comme par hasard, Asahi convainc Kuro d'aller à la maison hantée avec elle. Aux toilettes, Tomo tente de réconforter son ami abattu, lui rappelant avec quelle facilité elle prétendait s'intéresser à la romance quand les autres filles s'extasiaient sur leurs vies amoureuses. Tomo se plaint de l'habitude de Mona de n'être jamais satisfaite et de toujours essayer de cacher qui elle est vraiment pour être appréciée des gens. Elle assure à Mona qu'elle n'a pas besoin de faire semblant pour être aimée et conseille à son amie de donner une chance à Kuro afin d'éviter tout regret lorsqu'elle réalisera enfin qu'elle l'aime vraiment. Sur le chemin du retour, Mona repense aux conseils de Tomo et elle perd complètement la tête en réalisant qu'elle avait laissé tomber son masque en présence de Kuro. Après s'être demandé quelle opinion Kuro pouvait bien avoir d'elle, Mona sort de sa crise de panique et réalise soudain qu'elle est toute seule. Une foule anonyme lui arrache son téléphone des mains, le condamnant à sa perte et laissant Mona sans téléphone et toute seule. Pendant que Mona se fait aborder par deux types inconnus, Tomo et les autres tentent de la joindre sur son téléphone. Après quelques minutes sans succès, le groupe décide de se disperser pour la chercher, et quand Asahi essaie de faire équipe avec Kuro, celui-ci utilise la glace qu'elle tient comme excuse pour la repousser. D'un autre côté, les deux lourdeaux continuent de faire de leur mieux pour attirer l'attention de Mona, ignorant son rejet, et les types l'entraînent de force dans leurs bras. Heureusement pour Mona, Kuro apparaît et avertit ses meilleurs amis de lâcher sa Mona. Confus, l'un de ses amis relâche suffisamment son emprise sur Mona pour qu'elle puisse s'échapper et serrer Kuro dans ses bras, qu'elle présente alors comme son petit ami. Quand les amis dégénérés de Kuro essaient de chercher des ennuis, Kuro leur lance un regard noir assez glacial pour faire reculer et fuir ses perdants. Après le départ des brutes, Kuro attire l'attention de Mona sur sa prise sur lui, la faisant sauter nerveusement de ses bras. Kuro rougit et s'avoue qu'il était sur le point de faire dans son pantalon, avant de se tourner vers la demoiselle en détresse pour s'assurer qu'elle allait bien. Kuro l'informe nonchalamment qu'il s'était dispersé pour la chercher, et juste au moment où Mona explique qu'une foule anonyme lui a fait tomber son téléphone, une plus grande multitude de fous anonymes bouscule Kuro, envoyant son téléphone s'écraser sur le béton et atterrir directement dans une fontaine. Avec les téléphones de Mona et Kuro brisés, le duo se demande comment joindre leurs amis et Mona commence à paniquer à l'idée d'être seule avec Kuro jusqu'à ce que le reste du groupe les retrouve. Sentant la gêne de leur situation, Kuro suggère de se promener dans le parc tout en cherchant le reste du groupe. Et malgré son état de stress intense, Mona accepte de se promener. Pendant qu'ils marchent tous les deux, Mona essaie d'initier une prise de main, mais au moment où leurs mains se touchent, Kuro panique et récite ses vers de contrôle démoniaque. Il indique le chemin et Mona perd la tête en voyant à quel point elle est devenue gênante et nerveuse. Quand Mona heurte soudain le corps ferme de Kuro, elle suit son regard vers la grande roue. Souriante, elle demande au mignon idiot s'il veut faire un tour, mais Kuro transpire, refuse et essaie de quitter les lieux. Pendant que son coup de cœur s'éloigne, Mona rougit à l'idée d'être seule avec Kuro dans la grande roue. Elle se reproche la situation délicate dans laquelle il se trouve et conclut que le moins qu'elle puisse faire est de réaliser son souhait de grande roue. Rassemblant son courage, Mona demande à Kuro s'il aimerait faire un tour de grande roue avec elle et ajoute astucieusement qu'il pourrait peut-être apercevoir les autres d'en haut. Maintenant assise dans la grande roue, Mona est une épave nerveuse, se demandant pourquoi cet appareil stupide avance si lentement. Sa nervosité se transforme en colère quand elle voit Kuro regarder par la fenêtre sans le moindre souci au monde. Elle se plaint d'être la seule à s'énerver pour la situation et redresse immédiatement son visage quand elle voit à quel point elle est devenue amère. Elle a un flashback de Tomo lui disant qu'elle perdait son masque chaque fois qu'elle était près de Kuro, ce qui déclenche un flot de souvenirs où elle a baissé sa garde autour de lui. Se sentant embarrassée, Mona mentionne qu'elle a toujours été la version mignonne et parfaite d'elle-même en présence des gens avant de se demander pourquoi elle s'énerve tant chaque fois qu'elle est près de Kuro. La réalisation la frappe et juste au moment où Mona commence à nier ses sentiments, Kuro la sort de ses pensées pour lui parler d'un événement qui se passe au sol. Et en réponse à la découverte de Kuro, Mona quitte son siège pour vérifier. Mais la cabine s'incline vers le bas et pousse Mona sur le corps de Kuro. Une vague de chaleur nerveuse frappe les deux idiots, faisant sauter Mona de Kuro et la faisant reculer en titubant. Toujours sous le choc, Mona voit son reflet à travers la vitre et se demande comment elle a pu devenir quelqu'un d'autre. Consciente de son apparence, Mona se couvre le visage et demande à Kuro de détourner le regard, tout en se demandant bêtement pourquoi elle a l'air d'une amoureuse, comme si Tomo ne le lui avait pas répété 2 épisodes auparavant. Elle insiste pour que Kuro détourne le regard car elle ne laissera jamais personne voir son côté imparfait. Cependant, Kuro mentionne étonnamment que, comme tout le monde, Mona agit bizarrement de temps en temps et elle a des moments où elle boude ou a l'air agacée par quelque chose.
Mais au moment où elle sourit, il ne peut plus la voir en colère. La peur frappe Mona alors qu'elle réalise que Tomo avait raison depuis le début. Il est clair qu'il n'y a pas de retour en arrière après avoir été considérée comme bizarre. Mais Kuro lui explique que c'est parce qu'elle fait tellement d'expressions différentes. Et cela fait battre son cœur. En entendant cela, le cœur de Mona s'emballe et elle se demande pourquoi elle ne réagit à Kuro que quand il la trouve mignonne. Pendant que Mona reste dans son déni, Kuro aperçoit le groupe, se retourne et annonce sa découverte, seulement pour que Mona tombe à genoux et admette enfin qu'elle est amoureuse de Kuro. Maintenant descendu de la grande roue, Kuro essaie de mener Mona au groupe, mais remarque rapidement sa fatigue. Il demande à Mona si elle va bien, et quand Mona prétend de manière suspecte que oui, Kuro se demande pourquoi son coup de cœur agit plus calmement et plus mignonne que d'habitude. Il sort de ses pensées et se rappelle qu'il est un moine en formation et qu'il n'est pas censé s'amuser avec des choses pareilles. Haruno, dont la personnalité tourne autour de Mona, serre Mona dans ses bras à son retour, tandis que Kuro explique qu'il n'a pas pu les joindre car son téléphone était cassé. Haruno s'accroche à Mona comme une sangsue, et Tomo la taquine en disant qu'ils étaient sur le point de la signaler disparue si elle n'était pas apparue à ce moment-là. Mais Mona rougit soudainement quand elle perçoit Asahi derrière elle, énervée par le déroulement des événements. Asahi demande à Mona si elle a essayé de flirter avec son homme, mais Mona devient rouge écarlate et nie nerveusement. Pleine d'embarras, Mona essaie de s'excuser pour rentrer chez elle et se reposer. Et les autres idiots insouciants le prennent comme un signe de fin de journée, mais non sans promettre de planifier une autre sortie à l'avenir. Dans le train, Mona admet qu'elle se sent mal d'avoir gâché l'ambiance, mais Tomo lui dit de laisser de côté ses mauvaises ondes et de révéler pourquoi elle agissait bizarrement. Quand Tomo interroge Mona sur son changement d'humeur, Mona devient follement rouge de honte et nie, et essaie de gagner du temps pour éclaircir son cerveau embrouillé. Refusant de reculer, Tomo rappelle à Mona que le but de sa fête de bienvenue est de solidifier sa relation avec Kuro. Quand Mona souligne que Tomo avait accepté sa décision, Tomo révèle qu'elle a accepté parce qu'elle s'inquiétait pour sa meilleure amie. Acceptant la défaite, Mona confesse à Tomo que Kuro avait reconnu qu'elle laissait tomber son masque devant lui, et il avait dit que ses gaffes la rendaient plus mignonne. Impressionné, Tomo demande à Mona d'en dire plus, mais Mona refuse car elle pense que Tomo lui dirait « Je te l'avais bien dit ». Quand Tomo l'assure qu'elle sera cool, Mona admet à contre-cœur qu'elle est tombée amoureuse de Kuro. Tomo rit doucement et quand Mona l'insulte pour avoir menti, Tomo explique qu'elle sourit pour célébrer le premier amour de sa meilleure amie. Comme prévu, Mona est forcée d'enfouir son visage dans ses mains, tandis que Tomo la taquine sans fin sur sa situation. En fin de soirée, juste avant qu'Asahi ne traverse la route, Mona court vers elle, haletante comme un chien mouillé. Voyant à quel point Mona allait, Asahi lui conseille de rentrer chez elle si elle ne se sent pas bien, mais Mona lui demande d'attendre avant d'annoncer qu'elle a quelque chose à lui dire. Quand Asahi lui demande de procéder, Mona rougit, serre son sac et admet à contre-cœur qu'elle est amoureuse de Kuro. Après une vague de gêne, Mona passe en mode excuse, mais pour détendre l'atmosphère, Asahi dit à Mona qu'elle ne devrait pas se sentir mal pour sa confession. Tout à coup, Mona reconnaît à quel point sa rivale est cool et regardant Asahi traverser la route, elle annonce qu'elle ne perdra jamais. Le lendemain, Mona maudit sa chance d'avoir de la fièvre le lendemain de sa chute amoureuse. Elle se demande ce que font les gens amoureux après avoir découvert leurs sentiments, avant de paniquer soudainement sur la façon d'agir autour de Kuro maintenant qu'elle sait ce qu'elle sait. Elle admet qu'elle est tellement habituée à être aimée qu'elle ne sait pas quoi faire maintenant qu'elle est celle qui est amoureuse à l'école. Tomo appelle Mona pour prendre de ses nouvelles. Mona explique qu'elle a emprunté la tablette de son frère pour lui parler. Se sentant à l'aise, Mona se retourne et demande à son ami pourquoi avoir de la fièvre donne l'impression d'être seule. Tomo, sans surprise, taquine Mona en disant qu'elle s'ennuie parce que Kuro n'est pas près d'elle. Mona perd la tête et nie les affirmations de Tomo, mais Tomo voit Kuro devant et concocte un plan. Tomo mentionne nonchalamment qu'elle va donner le téléphone à Kuro à tout moment, faisant paniquer Mona sur son apparence désordonnée. Tomo traîne sans pitié Kuro sur le toit et lui montre son téléphone pour révéler Mona paniquant sur son apparence, faisant perdre la tête à Kuro en voyant Mona dans son intimité. Pour calmer son excitation montante, Kuro se rappelle qu'il est un moine en formation tandis que Mona continue de paniquer à cause de ses cheveux en bataille. Tomo donne nonchalamment son téléphone à Kuro pour finir le travail et s'en va fièrement. Après le départ de Tomo, Mona propose nerveusement de raccrocher mais Kuro l'arrête pour lui demander comment elle va. Avant d'attendre une réponse, Kuro souligne que Mona agissait bizarrement la veille et réalise immédiatement qu'il a utilisé le mauvais mot. Il explique qu'il ne voulait pas dire que Mona est bizarre. Au lieu de cela, il la trouve mignonne. Et il se lance soudainement dans des divagations sans fin. Remarquant que Kuro panique vraiment, Mona l'assure qu'elle le comprend, mais non sans ajouter qu'elle pense que Kuro a aussi des moments bizarres. Se sentant énergique, Mona s'allonge sur le ventre et exhorte Kuro à discuter avec elle de l'école. Alors qu'elle se tourne et se retourne aux mots de Kuro, Mona se demande pourquoi elle se sent étourdie et embarrassée en parlant à son coup de cœur.
Kuro remarque les mouvements aléatoires et demande à Mona si sa fièvre empire, et Mona explique avec enthousiasme qu'elle est heureuse tout en se demandant discrètement à quel point la vie sera douce quand elle et Kuro commenceront à sortir ensemble. La mère de Mona frappe à la porte, faisant perdre la tête à Mona de honte. Elle crie sur sa mère pour l'avoir dérangée et place sans le savoir la tablette dans une zone où le soleil ne brille pas. Face à sa nouvelle réalité, Kuro ignore la conversation entre Mona et sa mère tandis qu'il sent son pantalon se serrer. Après le départ de la mère de Mona, Kuro révèle maladroitement qu'il peut voir ce qu'il ne devrait pas, faisant paniquer Mona. Maintenant en bas, Kuro se lave la tête à l'eau froide pour calmer son ardeur et effacer ses souvenirs. Le lendemain matin, Mona, qui semble avoir oublié l'incident du pantalon, se réveille joyeusement et imagine sa vie avec Kuro en couple. Et après quelques images remplies de fantaisie, Mona décide qu'il est temps de demander à Kuro d'être son petit ami. Elle prend son sac et se rend à l'école en sautillant, faisant rebondir sa poitrine avec elle. À l'école, Mona salue tout le monde, y compris Asahi, et remercie Tomo pour son intervention la veille. En classe, Mona échange des plaisanteries avec ses camarades avant de faire face à la forme imperturbable de Kuro et s'assure qu'elle le fera tomber amoureux d'elle. Quand elle décide de dire un rapide bonjour, Kuro se tourne pour faire de même et Mona perd immédiatement son sens d'elle-même. Elle fait tomber sa gomme par terre et quand elle touche Kuro qui essayait aussi d'attraper la gomme, Mona perd la tête, attrape son sac et s'enfuit de l'école en sautillant, tout en promettant toujours de faire de Kuro son petit ami quoi qu'il en coûte. C'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, commentez ci-dessous si vous pensez que vous smash ou passe Asahi, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez que je poste les Unplotted de Mona. Mais n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo, elle pourrait bien être votre nouvelle préférée et le nouveau récapitulatif de mai.